Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans cet auditorium de la réunion des musées métropolitains. Beaucoup d'entre vous savent que nous avons souhaité, il y a maintenant 9 mois, réunir les musées de la ville de Rouen, les musées du département, quelques équipements de la métropole dans un dispositif qui les rassemble et qui, j'espère, les projette vers un ambitieux projet culturel. Première d'ailleurs décision que nous avons prise, visée à tenter de diversifier les publics à travers une décision de gratuité mise en œuvre au 1er janvier de cette année et qui s'est traduite immédiatement par un regain d'intérêt de nos habitants avec une progression chiffrée autour, je crois, de 30%. C'est pas mal. Moi, je suis très heureux de vous accueillir effectivement ici pour cette initiative coordonnée par David Bobet, le Centre dramatique national, appuyé par Sylvain Amic, la réunion des musées métropolitains et un certain nombre d'autres collectivités, d'autres partenaires. Je crois que le ministère de la Culture est engagé également dans cette réflexion. L'objectif qui est le nôtre est évidemment comment dire ça, plus que jamais de vivre ensemble, alors même qu'au fond on est terriblement différents. Et cette différence, c'est à rebours, si j'ose dire, ce qui vous intéresse. Et je suppose que ça va être au cœur de vos réflexions dans quelques instants. Si on prend les choses sur un terrain, comment le qualifier, philosophique ou spirituel, moi, ce qui m'a toujours frappé dans l'art, c'est qu'évidemment, il ne nous intéresse pas d'abord et forcément comme patrimoine. Ce qui nous intéresse dans une œuvre, c'est à la fois le fait qu'elle est unique et singulière, donc par essence diverse, et pourtant qu'elle nous mobilise dans une dimension qui manifestement est universelle. Toujours frappant qu'on se trompe finalement assez peu quand on se promène dans le monde sur le statut de l'objet qu'on nous présente ou ce qu'on nous fait entendre. On connaît de la musique dans le monde entier. Donc moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé. Comment ce qui est l'exemple même, parce qu'au bout de l'idée de diversité, il y a l'individu, l'exemple même de la production d'un individu singulier, comment se fait-il qu'il peut prétendre par la projection de sa conscience dans un objet, dans une production immatérielle, comment peut-il prétendre intéresser l'humanité entière? Et au fond, on sent bien, si je sors du terrain philosophique ou spirituel pour avoir un propos plus politique, on sent bien que c'est le défi dans lequel on est. Tous collectivement, réinventer cette relation qui fait que nous assumons notre singularité totalement, notre identité, tout en nous efforçant de la projeter dans quelque chose qui implique les autres. Parce qu'au fond, se parler qu'à soi, ça finit régulièrement très mal. C'est d'ailleurs la meilleure définition du fanatisme que je connais, de vouloir vivre qu'avec ses semblables. On sent bien qu'il y a cette tentation-là en ce moment dans la société française, définir l'identité par ce qui nous conduirait, au fond, à renoncer à l'altérité, ne vouloir être qu'avec nos semblables. Mais justement, si on renonce à ça, on renonce à une grande partie de ce qui fait l'intérêt, pour le coup, du vivre ensemble. Comme j'ai peu de temps, tout ce que je viens de dire est un peu rapide et sûrement extrêmement superficiel, mais en tout cas, c'est l'idée que je me fais de ce qu'on va faire dans la réunion des musées métropolitains dans les années qui viennent. Au risque de paraître abrupt, moi, le patrimoine m'intéresse dès lors, évidemment, qu'il est présent dans les générations d'aujourd'hui et projeté dans les générations futures. Il nous rappelle à quel point, justement, notre humanité se construit par les acquis des générations précédentes qui se transmettent et qui nous permettent, au fond, de nous élever progressivement. Je crois beaucoup à l'idée de progrès, même en art. Ça nous amènerait sur un tout autre terrain.
En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont rendus disponibles pour animer les débats, participer aux tables rondes. Merci beaucoup à David Bobet, son équipe, le Centre dramatique national et tous ceux qui se mobilisent. Ce sujet, on le sent bien, est devenu, s'agissant de la diversité en général, un sujet majeur. Vouloir segmenter l'humanité, c'est toujours prendre le risque évident de préparer l'affrontement des segments. Et donc, revisiter l'unité de l'humanité à travers justement la création, la créativité et sa transmission à travers les musées, c'est sûrement une belle entreprise d'une brûlante actualité. Bonne journée à tous. Merci, bonjour à tous. Voilà, je représente dignement David Bobet qui ne peut pas être parmi nous cet après-midi, pour de bonnes raisons. Il est à Caen, au théâtre de Caen, où il répète son premier opéra, voilà, le Stravinsky, le Rex Progress. Donc voilà, il s'excuse. Moi, je suis ravi en tous les cas qu'on puisse ouvrir ces journées, ces 3 journées, puisque ces 3 journées qui vont avoir lieu à Rouen, autour de cette question de la diversité culturelle, en effet, avec le soutien du ministère. Je suis ravi aussi sur ces questions de mutualisation des équipements de la métropole, Président, je vous y êtes attaché, qu'on puisse déjà travailler dans les idées, au moins cette mutualisation-là, et en tous les cas, cette collaboration avec les musées de la métropole nous ravit vraiment. Je suis un bon exemple de cette mutualisation-là, puisque déjà, pour moi, en tous les cas, le parcours entre art plastique et un spectacle vivant, après avoir travaillé au Château de Versailles et être au CDN de Normandie-Rouen, c'est déjà parfois un grand écart, mais en tous les cas, c'est un écart possible. Et je vous invite à le faire tout au long de ces 3 jours, puisqu'à partir de ce soir aussi, vous pouvez continuer à traverser ces journées avec du spectacle vivant. Je vous rappelle, il y a 2 spectacles qui sont programmés ce soir. Un au Deux-Rives, au Théâtre des Deux-Rives, qui s'appelle Paris, et ensuite justement par David, qui traverse bien ces questions et qui pose bien ces questions de la diversité culturelle. Il y a également un spectacle au Rexy à Mont-Saint-Aignan, Finir en beauté, mis en scène par Mohamed Al-Khatib, un des grands succès du Festival d'Avignon il y a 1 an. Et puis, demain, des performances aussi qui ont lieu et qui sont organisées avec le FRAC. Je vois Véronique qui est dans la salle, voilà. Avec la galerie MAM de Marie-André Malville. Voilà, en tous les cas, tout un programme que vous avez, je crois, dans les mains, dans le dépliant, à parcourir, et que je vous invite vraiment à découvrir. Et puis, je vous souhaite surtout de bons débats, de bonnes rencontres, et puis plein d'idées qui vont naître, et qui vont, en tous les cas, susciter des questions sans doute. Merci. L'introduction, je veux effectivement remercier Philippe Bobet pour contraction et David Bobet pour cette initiative. On sait à combien cette question de la diversité culturelle tient au cœur de David Bobet, mais en provoquant l'instauration de ces journées de la diversité culturelle à Rouen, il a mis cette question dans l'ici et le maintenant. Ce sont des questions bien sûr dont on se préoccupe dans les musées, mais nous avons toujours une exposition à préparer, un plan de formation, un tableau à déplacer, qui fait que nous ne nous préoccupons pas de ces questions maintenant. Or, je pense que vraiment, c'est une question effectivement d'une actualité brûlante, et qu'elle nous ramène surtout à l'origine même de la notion de musée. La diversité, c'est ce qui a fondé les musées. Qu'on pense au cabinet de curiosité, par exemple, c'est bien l'altérité, la diversité du vivant, qui a la curiosité, qui a été à l'origine de la notion de musée. Peut-être certains professionnels de musée se sont éloignés, plus ils se sont spécialisés de cette origine. Alors, aller au musée, c'est déjà faire l'expérience d'une l'altérité d'une personne du passé qui a voulu nous léguer, qui a voulu que la collectivité se prenne en charge certains objets et les transmettre. Donc déjà faire un chemin vers une forme d'altérité, mais c'est aussi évidemment transmettre pour quelqu'un. C'est fondamental, c'est même ce qui fonde même l'idée de conserver, comme l'a dit le président Sanchez. Donc pour quelqu'un, et ce quelqu'un, quel est-il? On sait tous que le public des musées n'est pas aussi diversifié qu'on le souhaiterait. Beaucoup d'études le montrent. L'inflation du vocabulaire technocratique pour désigner ces publics empêchés, ces publics éloignés de la culture, le montre à l'envi. Et il suffit simplement de se placer à l'entrée d'un musée pour voir que nos publics ne sont pas le reflet de la société contemporaine. Donc, en quelque sorte, nous conservons des collections que nous n'avons pas choisies,
pour des gens qui l'ignorent. Donc deux diversités entre lesquelles nous sommes pris et que nous devons essayer de concilier. C'est vraiment, je pense, une mission fondamentale. Alors cet après-midi, donc, je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui sont là, tous de très haut niveau, qui nous feront part de leur expérience à la tête d'un musée, à la tête d'un projet culturel, dans l'expérience même des collections. J'espère que ce sont chaque fois des solutions qui pourront nous aider à s'adapter, à nous aider à trouver des solutions qui répondent à ces interrogations-là. Donc nous ferons deux tables rondes séparées par une petite pause. Chacune de ces tables rondes aura 3 intervenants ou 2 intervenants séparés par un temps de discussion. Et puis pour commencer à lancer le débat, nous avons invité Jean-Hubert Martin, que l'on connaît bien. C'est le commissaire dernièrement de l'exposition Carambolage au Grand Palais, mais historiquement, c'est surtout celui qui a fait les Magiciens de la Terre. Et je me souviens, cher Jean-Hubert, qu'à l'oral de mon concours de conservateur, je citais déjà les Magiciens de la Terre comme une expérience, comme une pierre de touche de l'expérience de la conservation. Cette exposition qui a été absolument séminale et qui a tout à coup posé comme postulat que toutes les formes d'art de tout continent, dans le domaine d'abord de l'art contemporain, puis ensuite Jean-Hubert Martin, à travers sa carrière, il va nous en parler, a expérimenté aussi le rapport au passé. Donc il n'y avait ni frontière entre les formes d'art contemporaines issues de toute culture et aussi entre toutes époques. Et c'est effectivement ce que vous avez pu voir dernièrement au Grand Palais Carambolage, mais avant avec une image qui empêchait une autre, ou bien pour ceux qui l'ont suivi plus loin, en Tasmanie ou à Düsseldorf, dans d'autres propositions de cette nature-là. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon colloque, et puis je laisse la parole à Jean-Hubert Martin pour introduire. Bonjour, je vais faire un survol forcément très rapide étant donné un temps imparti de 8 expositions que j'ai faites. Je ne commenterai pas les images, il y a 2 images par exposition, je n'aurai pas le temps. Et puis je reviendrai sur une dizaine de points qui me semblent des sujets de réflexion importants pour la manière dont on peut imaginer le travail dans les musées dans les années qui viendront. Donc, Magicien de la Terre, c'était cette exposition en 1789. C'était le bicentenaire de la Révolution, c'est vrai. Et d'ailleurs, qui m'a valu un petit budget supplémentaire pour l'exposition. C'était donc cette exposition qui a réuni une centaine d'artistes avec une moitié d'artistes occidentaux connus dans les réseaux de l'avant-garde occidentale et une autre moitié d'artistes qui étaient quasiment inconnus, ou en tous les cas inconnus de ce réseau-là. J'avais été très frappé par le fait qu'au fond, quand on parlait d'art contemporain international à cette époque-là, c'était en gros les pays de l'OTAN. On ne connaissait pas ce qui se passait en Europe de l'Est, de l'autre côté de l'hémisphère, et encore moins ce qui se passait sur d'autres continents, donc en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. L'idée, c'était de partir des idées de Lévi-Strauss, d'une idée d'égalité des cultures et de traiter tous les artistes sur un pied d'égalité en partant de l'idée simple que l'art, c'est toujours fait avant tout par des individus, même si quelquefois ils sont en groupe, mais que ce sont des individus qui le font et qu'en identifiant ces individus dans le monde entier, on pouvait arriver à faire dialoguer des œuvres qui étaient extrêmement différentes, alors qu'on me disait que c'était interdit et impossible, qu'on n'avait pas le droit de mettre des artistes appartenant à des cultures différentes les uns côté des autres. Alors j'ai pris l'option de chercher des œuvres de caractère extrêmement différent. On a pu dire qu'on a pu parler de néo-primitivisme, ça évidemment a collé toutes sortes d'étiquettes. Il est vrai que je cherchais, j'utilisais cette formule à l'époque, des artistes qui n'avaient pas lu ou qui ne suivaient pas les préceptes, les articles de Art Forum, la fameuse revue new-yorkaise. Et du coup, ça aboutit à pas mal d'incompréhension, parce que j'ai été amené à montrer des artistes qui travaillaient pour leur communauté,
qui travaillait à l'intérieur d'un contexte extrêmement étroit et qui n'avait ni le souci ni l'intérêt de rentrer dans ce fameux réseau de l'art contemporain international, qui est celui qui passe par les galeries, les collectionneurs, les musées et les universités. Alors, un des résultats essentiels de l'exposition a été qu'elle a obligé les conservateurs et les commissaires d'exposition par la suite à se poser vraiment la question de qui ils habitaient dans leurs expositions dites internationales, et on a vu apparaître beaucoup plus d'Africains, d'Asiatiques dans les années suivantes. Mais les artistes, dans la très grande majorité qui apparaissaient dans les expositions, on pouvait dire qu'ils étaient formatés par l'Occident. Alors que l'idée de magicien de la Terre, c'était, et ça n'a pas été compris à l'époque, et peut-être même pas encore tout à fait maintenant, était de remettre en question, en fait, l'expertise et le jugement que l'Occident apporte sur l'art du monde entier, et par conséquent de s'interroger sur toute la manière dont nous gérons l'histoire de l'art et l'histoire de l'art même des autres cultures, de s'interroger sur les hiérarchies de genre, les hiérarchies techniques, sur les questions d'art majeur, d'art mineur, et je peux dire que aujourd'hui encore, c'est pas tout à fait compris, puisque, comme vous le savez, il y a le Centre Pompidou a fêté un anniversaire des 25 ans de Magicien de la Terre il y a 2 ans, et j'ai vu certains éditorialistes continuer à parler des artisans qui étaient dans Magicien de la Terre. Sous-entendu, évidemment, les Africains sont des artisans, et nous avons des artistes. L'exposition était répartie entre 2 lieux, entre la Grande Halle de la Villette et le Centre Pompidou, ce qui ne lui a pas été tout à fait bénéfique, parce qu'on a perdu quasiment la moitié des visiteurs d'un lieu à l'autre. Il y a eu environ 200 000 visiteurs au Centre Pompidou, et il n'y en a eu que 100 000 à la Villette, parce que pour les Parisiens, c'est vraiment un petit peu trop loin de prendre le métro pour aller jusque-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, je le constate toujours encore aujourd'hui, par des gens qui venaient de l'étranger, eux ont vu l'exposition dans les 2 lieux. Elle a été très mal comprise et rejetée, on peut le dire, au moment où elle s'est tenue. Et il a fallu à peu près une demi-douzaine d'années pour que les choses se rétablissent et que les avis positifs équilibrent à peu près les avis négatifs. À la suite de ça, j'ai été invité à faire une collection d'art contemporain au château de Voiron, dans le Deux-Sèvres, qui est au nord de Poitiers. C'est un château du XVIe, XVIIe siècle. Et je me suis intéressé en fait à cette question à cette interdiction qui faisait qu'on ne pouvait pas montrer, disait-on, des œuvres d'artistes de cultures différentes dans le même espace. Et j'ai réfléchi à ça et je suis évidemment arrivé sur un plan historique à l'idée des cabinets de curiosité qui justement rassemblaient à la fois ce qu'on appelait les naturalia, c'est-à-dire toutes sortes de témoignages provenant de la nature, et les artificialia, c'est-à-dire des œuvres d'art, mais également toutes sortes d'artefacts qu'on avait rapportés d'Afrique ou d'Amérique à la suite des voyages du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Et donc j'ai fait au château de Voiron une collection d'art contemporain qui partait de l'idée des cabinets de curiosité, de ces topics et de ces thématiques, et que j'ai décliné avec des correspondances et des parallèles dans l'art contemporain, qui comprenaient donc aussi quelques artistes africains et autres. Et je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là à la question qui est celle de l'émerveillement, et qu'on trouve justement dans la dénomination des cabinets de curiosité. En allemand, on les appelle Wunderkammer, c'est-à-dire les chambres d'émerveillement, et de chercher à susciter cet émerveillement chez le public avec des œuvres un petit peu étonnantes. Et j'y ai surtout appris une chose très importante, c'est que un phénomène, enfin une manière de montrer des œuvres d'art contemporain qui est assez courante dans notre milieu, dans notre microcosme de l'art contemporain, consiste à les mettre en opposition à un décor ancien, à un décor qu'on
considère appartenant à la beauté classique de notre culture. Et je me suis rendu compte que ce phénomène jouait pour les gens qui appartiennent au Microcosme, mais pas pour le grand public. Et donc je me suis vraiment employé à faire en sorte que toutes les œuvres qui étaient commandées, pour la plupart, certaines appartenant au FNAC, déposées dans ce château, soient en accord avec le décor du XVIe, XVIIe siècle et avec l'architecture, et constituent une sorte d'harmonie générale. Et ça a été pour moi une leçon très importante sur la manière dont on peut gérer l'art contemporain par rapport au public. En 2001, à Düsseldorf, j'ai fait une exposition sur des hôtels religieux d'aujourd'hui. Non pas une exposition historique sur les hôtels, mais une exposition sur ce lieu où apparaissent les divinités, ou la divinité, ce lieu qui est géré toujours par un certain nombre de règles, quelquefois très strictes, qui existent dans beaucoup de religions, et qui donnent lieu à des expressions visuelles d'une richesse absolument incroyable et en constant devenir, en constante évolution et élaboration. C'était pour une raison assez simple. Je voulais poser la question de dire, est-ce que l'art religieux d'aujourd'hui dans le monde, avec ces exemples créatifs, est-ce de l'art ou est-ce que ça n'en est pas? La question n'a pas été très bien comprise à Düsseldorf. L'exposition a eu un succès honorable. Mais en fait, le problème essentiel reste que le microcosme de l'art contemporain se considère comme agnostique ou athée et refuse l'art religieux, surtout celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, si vous voulez, dans notre histoire, se sont rabattus sur ces expressions religieuses, d'une part le colonialisme et d'autre part la modernité, qui font qu'on les a exclus du domaine de l'art contemporain. Donc c'est évidemment un projet auquel je suis arrivé à la suite des réflexions sur Magicien de la Terre, et tout ça interroge bien entendu la rigidité de nos catégories, de l'histoire de l'art, de l'ethnologie, de l'anthropologie, etc. Voilà un exemple d'hôtel coréen pour éviter les accidents à une voiture. Je suis arrivé à la direction du Museum Kunstpalast à Düsseldorf en 2000, et c'est un musée qui est équivalent au grand musée de province français. Il y a une collection qui va de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain, et qui était ordonnée, j'allais dire évidemment, de manière chronologique. Quand on en faisait le tour, on s'apercevait que cette chronologie, à moins d'être vraiment un spécialiste de l'histoire de l'art, quelqu'un de très informé, elle était complètement insipide, elle ne voulait rien dire, parce qu'en fait, il y avait des espèces de lacunes absolument énormes, comme les connaissent les conservateurs quand ils veulent avoir cette espèce d'ordonnance, cette séquence évolutive impeccable, qui faisait que ça ne voulait pas dire grand-chose. Et donc, j'ai demandé à deux artistes de Düsseldorf, Thomas Huber et Bogom Jaeger, de refaire complètement la présentation du musée, l'accrochage, avec moi. Et nous sommes partis sur l'idée de faire des regroupements thématiques. Alors, des thématiques très traditionnelles et simples, qui étaient le paysage, la nature morte ou le portrait, mais également des questions beaucoup plus larges, des questions de société d'aujourd'hui, auxquelles nous avons essayé de répondre avec des œuvres du musée de toutes périodes et éventuellement de cultures différentes. Donc ça aboutit à une présentation, à un accrochage qui faisait appel beaucoup au visuel, au regard, et à des
des questions qu'on pouvait se poser d'une manière générale et qui n'étaient pas liées directement à l'histoire de l'art. Il n'y avait pas de cartel, il n'y avait que des numéros à côté des œuvres et on recevait avec le ticket d'entrée un petit livret qui donnait toutes les nomenclatures d'auteurs, de titres, de dates dans le petit livret. Et enfin, là, vous voyez un exemple de pédagogie du visuel par le visuel, comme je crois qu'on pourrait les multiplier, avec un tableau d'Albers à gauche et un tableau de Van der Neer, Candole et JPS à droite, et on peut évidemment lire toute la composition du tableau néerlandais du XVIIe à travers cette succession de carrés de Albert. Et voilà une sculpture de Messerschmitt. Cette présentation a fait scandale dans le milieu des conservateurs. Il y a eu un énorme débat, il y avait les pour et les contre. C'est intéressant de savoir que le clivage s'est beaucoup concentré sur le fait que j'annonçais que c'était la présentation de la collection permanente pour plusieurs années, sans dire exactement, enfin en gros c'était 3 ans. Et beaucoup de collègues m'ont dit que si j'avais fait une opération du même genre comme une exposition temporaire de 3 mois, ils n'auraient pas réagi. Mais le fait que la collection soit ordonnée de cette manière-là, pour eux, était une remise en cause de leur légitimité en tant que conservateurs qui ont justement cette tâche, cette fonction de choisir les œuvres et de les mettre en ordre. Et donc, ça a provoqué pas mal de tensions, même au sein du musée, mais ça nous a valu évidemment une grande couverture médiatique. Et l'exposition, enfin cette présentation a été très bien reçue par les jeunes de Düsseldorf. J'ai fait ensuite avec deux autres commissaires une exposition à Venise en 2007 au Museo Fortuny. C'est un endroit dans un palais vénitien tout à fait remarquable avec ces tissus de Fortuny qui recouvrent les murs de la salle majeure au premier étage. Et nous avons mis l'art contemporain en regard avec des œuvres d'art ancien ou même des pièces que nous avions choisies dans le musée d'histoire naturelle de Venise. Et cette exposition a eu pas mal de succès, un succès tel, on pourrait dire, qu'on pourrait s'interroger un peu sur les motivations des visiteurs de Biennale de Venise, qui au fond trouvaient là, dans cette exposition où il y avait beaucoup d'art ancien, un grand intérêt, peut-être aussi grand, peut-être mieux que dans l'art contemporain. Elle a eu 55 000 visiteurs, ce qui était quasiment un record pour le Museo Fortuny. Et on s'est beaucoup amusé. Là aussi, il n'y avait pas de cartel exactement sous les œuvres. Et par exemple, vous voyez sur la droite cette grande forme grise que des gens ont pris pour un Louis bourgeois et qui était en fait une oreille d'éléphant. Et on a fait également dans d'autres salles des présentations très, très calmes et qui poussaient à la méditation, comme ce Bouddha qui était assis au milieu des œuvres d'Opalka. J'ai été ensuite appelé à la suite de cette exposition par un collectionneur de Tasmanie, de Hobart, David Walsh, qui a une collection d'art contemporain et d'archéologie. Archéologie égyptienne, gréco-romaine, précolombienne, et qui mêle les œuvres dans la présentation de son musée. Là aussi, sans cartel, il n'y a absolument rien d'écrit dans le musée, avec des voisinages quelquefois assez audacieux, des analogies et des regroupements qui sont plutôt stimulants. Et on m'a demandé de faire une exposition à partir de sa collection, à laquelle j'ai adjoint la collection du Tasmanian Museum and Art Gallery. Et alors, ça a été l'occasion de cette présentation à l'entrée de l'exposition, qui voulait montrer une sorte
de vue très générale de tous les artefacts, de tous les objets qu'on peut rencontrer dans le monde. Évidemment, c'est absurde, puisqu'il y en a quelques-uns sur ces différents podiums, mais il y avait là les différents éléments qui étaient représentés, les sens, les différentes cultures, pour montrer que le musée peut-être peut nous aider à avoir cette sensation que l'on peut encore avoir des idées très générales et avoir une appréhension du monde sans rentrer dans des connaissances extrêmement complexes que plus personne ne peut maîtriser aujourd'hui quand il s'agit des différents domaines de la connaissance. Et ça a été l'occasion aussi de redécouvrir une collection formidable qui était en fait un petit peu oubliée, alors qu'on avait continué à acheter des pièces jusque dans les années 60, une collection de tapas, c'est-à-dire ces tissus en quelque sorte, mais qui ne sont pas des textiles, qui sont faits à base d'écorce en Océanie, et une collection tout à fait remarquable qui a pu être montrée à ce moment-là. Et puis, donc, tout récemment, j'ai fait cette exposition au Grand Palais qui s'appelait Carambolage, où j'ai sélectionné des œuvres appartenant à toutes sortes de cultures et à des périodes très différentes, qui, toutes d'une manière ou d'une autre, ont un rapport avec l'actualité, avec l'art contemporain, mais pas seulement avec l'art, avec notre manière de sentir et d'approcher des œuvres d'autres cultures ou très éloignées de nous, et qui avaient à chaque fois des relations avec ce qui se fait aujourd'hui, avec notre manière de penser. Et bon, on peut peut-être se poser la question s'il n'y a pas là, dans quelques cas au moins, des chefs-d'œuvre de demain. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, ce que nous appelons les chefs-d'œuvre aujourd'hui sont toujours encore, pour leur très grande majorité, des œuvres qui se réfèrent à une certaine esthétique classique issue de la Renaissance, et nos paradigmes ont changé. L'art contemporain nous a ouvert de nouvelles portes, a ouvert de nouvelles voies, et peut-être peut-on retrouver à travers ces œuvres justement des correspondances qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent et qui leur donnent une valeur tout à fait novatrice. Ce qui était très original dans l'exposition, c'est que pour ordonner toutes ces choses extrêmement variées, extrêmement différentes, j'ai utilisé une vraie séquence, comme un jeu de domino, comme une bande dessinée, ou si vous voulez en termes littéraires, en termes linguistiques plutôt, c'est un espèce de marabout de ficelle, celle de cheval, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre du début à la fin une séquence, chaque œuvre était annoncée par la précédente et prédisait la suivante. Et c'était un petit jeu, on n'était bien sûr pas du tout obligé de le suivre, mais on a vu là des œuvres qui étaient sans doute considérées comme mineures autrefois et qui aujourd'hui ont sans doute un nouveau relief. Il y avait des passages assez humoristiques d'ailleurs, comme ce chat de Giacometti qui poursuit une petite musaraigne égyptienne en bronze. Et si les expositions que je vous ai montrées là apparaissent comme une sorte d'évolution dans la manière dont je les ai conçues, il y en a une autre dont je voulais quand même dire aussi un mot, qui est une image peut en cacher une autre. C'était une exposition en 2009 au Grand Palais sur la question des images ambiguës. Vous connaissez tous les tableaux d'Arcimboldo, mais il y a des dizaines d'autres œuvres extrêmement variées et différentes depuis la Renaissance, mais il y en avait aussi auparavant, qui fonctionnent justement sur cette ambiguïté de la forme, c'est-à-dire à un moment donné où l'artiste, avec la même forme, veut suggérer deux interprétations et deux sens différents. Quelquefois, ça peut aller même au-delà de deux chez des artistes de grand talent qui ont utilisé cette méthode, comme Salvador Dali par exemple.
mais ça a ouvert une sorte de nouveau champ de la recherche, parce que jusqu'à présent, les historiens d'art considéraient ces phénomènes comme tout à fait marginaux et accessoires et à la limite de la rigolade. Et on s'aperçoit maintenant qu'il y a eu des miniatures dans le monde persan et indien au XVIIe siècle, avec des animaux qui sont aussi complètement composites à partir de toutes sortes de personnages, et que ça peut tout à fait être comparé à Archibaldon, et on est en train de se poser très sérieusement la question de savoir s'il n'y a pas eu contact dans un sens ou dans l'autre. On ne saurait pas dire encore si l'un a influencé ou si une culture a influencé l'autre, mais on se pose la question de ces contacts de manière de plus en plus sérieuse. Là, vous voyez l'une des salles de l'exposition. Voilà, donc j'aimerais revenir juste sur quelques points qui me paraissent des sujets de réflexion importants à partir de ces expositions. Comme vous l'avez vu, l'accrochage à Düsseldorf faisait appel à l'intervention des artistes. Je crois que c'est un phénomène auquel on pourrait faire de plus en plus appel. Quand je pense à l'intervention d'artistes, je ne pense pas tellement à ce qu'on a beaucoup fait à Paris les dernières années, mais d'une manière un petit peu facile, en demandant à un artiste de mettre une œuvre à côté de l'une ou l'autre dans un grand musée, ce que j'appellerais un peu la cerise sur le gâteau, mais beaucoup plus de leur demander d'intervenir dans la présentation des œuvres, dans l'ordonnancement des œuvres, parce qu'ils ont une capacité d'imaginer le rapport, la manière dont l'artiste a créé l'œuvre que nous ne pratiquons pas très couramment en tant que conservateurs. Et ça peut ouvrir des voies extrêmement intéressantes. Et de la même manière, il nous pousse à nous intéresser aux intentions artistiques qui sont primordiales. Et je crois qu'il faut en parler aujourd'hui d'une manière très forte, parce que nous avons affaire d'un autre côté à un accroissement de règles systématiques de conservation préventive, qui sont quelquefois appliquées sans discernement, et qui sont des règles qui ont un caractère absolu, sans se poser la question de savoir s'il faut les appliquer à toutes les œuvres ou simplement à des chefs-d'œuvre absolus de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, et pas forcément à une œuvre d'art contemporain. Et je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser aussi, parce que ces précautions excessives empêchent de plus en plus un accès direct, un accès plus spontané à l'œuvre d'art. Et je crois qu'il y a des équilibres qu'il faudra trouver dans l'avenir. L'histoire de l'art n'est qu'une des interprétations de l'art, ce n'est pas la seule possible, et je pense que les musées auront tout intérêt dans l'avenir à se poser la question justement d'autres types d'interprétations pour se rapprocher sans doute du public et lui offrir d'autres possibilités d'accéder à l'art. Et comme nous le disons quelquefois dans la profession, on ne va pas au concert pour apprendre l'histoire de la musique, on y va avant tout pour entendre de la musique et après coup éventuellement s'intéresser à son histoire. Et je pense que les musées auraient tout intérêt à adopter une attitude similaire. Et sans doute faut-il aussi qu'on compare les œuvres d'art, non pas toujours à l'art, non pas toujours rester dans un système fermé, mais comparer les œuvres d'art, même anciennes, pourquoi pas, à la bande dessinée, au cinéma, à toutes sortes de ces autres phénomènes qui rentrent dans le champ visuel, mais qui ne sont pas forcément dans la catégorie art. Et de ce fait, le conservateur de musée devrait avoir un rôle sans doute plus créatif qu'il n'a eu jusqu'à présent. On souffre encore en France, c'est un défaut particulièrement français. Quand on parle des musées, on accole tout de suite, immédiatement derrière, le mot scientifique. C'est un terme qui est apparu, bon, je ne rentrerai pas dans toute l'histoire, dans les années 30-40,
mais je pense qu'on aurait intérêt à y substituer le mot artistique, qui est très beau, et qui représente une valeur, des valeurs très importantes, parce que le scientifique, à part le simplement factuel, il est vraiment très, très mou. On est dans une science très très molle, dans ce cas-là, dans l'histoire de l'art et dans les musées. Et aussi, ça, c'est peut-être valable surtout pour l'art contemporain, peut-être modérer un petit peu les excès des biographies héroïques sur les artistes et de ne pas suivre systématiquement Vasari et les ravages qu'il a pu faire dans l'histoire de l'art. La pensée analogique est aussi une manière d'aborder l'art qui est tout à fait celle des artistes, qui la pratique sans arrêt. Et puis on la retrouve chez tout le monde, aussi bien chez un artiste comme Raymond Ins qui fonctionnait totalement là-dessus, que chez Valéry. Et on aurait intérêt, puisque c'est celle qui fournit le poétique d'ailleurs, on aurait intérêt à la mettre en valeur aussi dans les musées, de la même manière que de ne pas oublier que chez les artistes, il y a une pensée visuelle qui ne passe pas forcément par le langage, qui est à l'œuvre et que nous pouvons aussi utiliser dans les musées. À partir du moment où on prend un peu de distance avec l'histoire de l'art un peu rigide et conventionnelle, on peut aussi penser à avoir une certaine légèreté dans la manière d'aborder les œuvres d'art et qui peut nous attirer à un public un peu plus large et surtout ne pas accabler le visiteur avec le poids des connaissances. Les dernières années, c'est devenu terrifiant à l'entrée des expositions, les textes deviennent de plus en plus longs et si on n'a pas lu tout ça, on sait très bien qu'on ne comprendra pas l'exposition et ce qu'a voulu dire le commissaire. Et donc là, il semble aussi qu'il faut avoir un petit peu plus de légèreté, un peu de légèreté de l'être pour aborder les œuvres d'art. Dans les musées, d'une manière générale, se pose toujours la question des expositions temporaires, des expositions permanentes. Je crois que les musées, plutôt de partir toujours de cet ordonnancement qui est l'histoire de l'art extérieur à eux, et que certainement le Louvre, dont le Louvre peut faire la démonstration, mais dont beaucoup de musées ne peuvent pas du tout suivre les évolutions, on aurait certainement intérêt à s'intéresser beaucoup plus aux œuvres dans la collection. L'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans cette exposition à Hobart, qui était le Théâtre du Monde, était formidable parce que j'ai circulé dans les réserves des deux musées pendant des semaines à voir des objets, et c'est en faisant des analogies, des comparaisons et des parallèles entre ce que je voyais que c'est petit à petit élaboré toute l'exposition avec des regroupements, avec des chapitres, etc. Et c'est parti vraiment des œuvres. Ce n'est pas parti d'un concept extérieur ou d'une histoire ou d'un récit extérieur. Et de la même manière, quand on fait ça, on s'aperçoit que dans les musées, il y a souvent des œuvres singulières, singulières à tous les titres, singulières parce qu'elles sont originales, mais aussi singulières parce qu'elles sont toutes seules dans leur domaine. Elles n'ont pas de contexte. Il arrive dans tous les musées qu'il y ait une œuvre africaine ou océanienne qui est arrivée là par on ne sait quel legs. Et quelquefois, ces œuvres sont extrêmement intéressantes et les conservateurs y renoncent parce qu'ils ne savent pas dans quelle salle la mettre parce qu'elles n'ont pas de contexte. Mais il ne faut pas hésiter à les montrer si on pense que justement elles peuvent avoir un intérêt pour le public. Et quelquefois, ça peut justement amener à imaginer une autre présentation que celle du contexte historique, géographico-historique. Vous avez vu que dans ces expositions, je me suis beaucoup employé à faire une sorte de pédagogie du regard, de restituer aux visiteurs l'envie de regarder les choses et de les juger par rapport à son système de référence, par rapport à ses connaissances à lui. Et de la même manière, les conférenciers, enfin ça nous disons très souvent, ont toujours intérêt à partir des œuvres elles-mêmes, quand ils parlent à un certain public,
et non pas à commencer par expliquer toute l'histoire et le contexte, mais à demander aux gens ce qu'ils voient et à partir de là d'élaborer avec eux pour essayer de les aider à voir les choses dans la perspective où ils les voient, mais aussi peut-être dans d'autres perspectives et à agrandir leur champ de perception. C'est donc, voilà, je plaide pour un rééquilibrage, si vous voulez, dans les musées en faveur de la sensation et de l'émotion, et qui doit prendre le pas sur les énonciations de récits mythologiques ou bibliques avec tous leurs noms très complexes que les gens retiendront ou ne retiendront pas, mais au contraire de leur montrer de quoi il s'agit dans le sujet d'une peinture du XVIIe. Il y a souvent un drame qui s'y passe et de se focaliser sur la manière dont le drame est mis en scène et non pas tant sur l'énonciation des différents personnages du récit en question. Tout ça se passe dans un contexte aujourd'hui de mondialisation. C'était bien le sujet de Magicien de la Terre en 89. Mais tout ça nous amène aussi à nous interroger sur l'histoire de l'art telle qu'on la pratique en gros, bien que les choses soient en train de changer énormément, et ça évolue très rapidement. Mais on sait bien que notre histoire de l'art conventionnel, elle est coloniale, elle est donc totalement ethnocentrée, elle est complètement vue d'un point de vue européen. Et on ne sait d'ailleurs pas du tout si on va arriver à élaborer un récit, est-ce possible, qui puisse tenir compte de toutes les cultures du monde et de toute l'histoire. On ne sait pas si c'est possible, mais en tous les cas, on ne peut plus simplement se reposer sur l'histoire telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à présent. Et puis, tout ça se double de la manière dont nous agissons quotidiennement aujourd'hui avec les réseaux électroniques, Internet, où nous appelons sans arrêt, nous passons d'une image à une autre, nous avons une surinformation. Alors, certains se posent la question de savoir si ça ne va pas être dommageable au musée, est-ce qu'il n'allait pas disparaître. Je ne crois pas du tout, bien au contraire. Je crois que ça a d'ailleurs toujours été le cas quand on s'est posé ce genre de questions. Vous savez, quand les livres d'art sont apparus dans les années 50 avec les livres de poche, etc., tout ça, on s'est demandé si ça n'allait pas remplacer les musées. Enfin, le contact avec l'œuvre est quelque chose qui est absolument primordial et je pense qu'il y a une grande majorité du public qui s'en rend bien compte, qui tient voir des œuvres. Et je ne pense pas que le musée soit en danger en tant que tel. Il est en danger s'il ne sait pas se réadapter, évoluer et se transformer au gré des évolutions importantes qui ont lieu en ce moment. Dans le musée de Hobart dont je vous parlais tout à l'heure, et je vous disais qu'il n'y avait rien d'écrit sur les murs, on donne à chaque visiteur un petit appareil qu'ils appellent le O, qui est comme un iPhone, et qui est à la fois visuel et auditif, parce qu'il a un énorme avantage. Il y a pas mal de vidéos qui sont présentées dans le musée, et vous avez le son de la vidéo dans les oreilles, donc je ne vois pas votre voisin, et on peut montrer plusieurs vidéos d'artistes les unes à côté des autres. Il a un autre énorme avantage, c'est qu'il ne donne pas, comme malheureusement en général les audiobooks dans les musées, une seule version, une seule interprétation de l'exposition. Il donne 3 ou 4 versions différentes, et vous avez la première qui est évidemment la version histoire de l'art et les datas, les faits sur l'œuvre, mais vous avez des interprétations littéraires, quelquefois aussi plutôt humoristique, et même le commentaire du collectionneur qui donne des avis, qui dit dans quel contexte il a acheté l'œuvre, qui raconte même des histoires invraisemblables comme des meneurs qui essayent de lui échanger une œuvre en lui en donnant une autre, et il dit qu'il trouve ça insensé parce que l'artiste essayait de la voir en fait. Voilà, donc
où on a une multiplicité d'approches immédiatement de l'œuvre. Alors, tout ça paraît merveilleux, mais ça a un inconvénient. Un inconvénient majeur, c'est que les gens regardent beaucoup leur petit appareil, et lisent dans l'appareil, et toujours encore le regard, et ne regardent pas assez. Donc, il n'y a pas non plus de solution miracle, tout ça. Et donc, je ne sais pas comment on peut réellement faire, mais il faut trouver des moyens vraiment pour attirer le visiteur, le public, à regarder le plus possible les œuvres et à se référer à son système de connaissances. Je pense que, pour terminer, le musée a été un peu pris à son propre piège, parce qu'à force de dire que pour apprécier l'art, il fallait connaître son histoire, on en a convaincu le public, qui redemande des explications de peur de passer à côté de son sens. Et je pense qu'il faut aujourd'hui pencher le balancier du côté du regard, de la sensibilité et de l'émotion. Merci.